Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Nous sommes toujours la semaine du 26 juin 2023 et vous avez l'épisode hebdomadaire qui vous donnait l'incontournable de l'actualité tech qui a été diffusé ce mardi. On vous y a parlé du ring. Avec le combat à mort entre Elon Musk et Mark Zuckerberg qui se prépare. Donc voilà, ça c'est une manière de vraiment vous inciter à aller écouter l'épisode. Ça a été l'opportunité de parler de réseaux sociaux de manière générale. On a parlé de Twitter, de Reddit et aussi des Skyblogs. Donc si vous avez connu l'époque valeureuse des Skyblogs, c'est cet épisode qu'il fallait immanquablement écouter. On a aussi parlé d'intelligence artificielle et un petit peu de jeux vidéo, mais on a aussi d'autres sujets dont on va parler ensemble, un peu de matériel notamment, encore un petit peu d'intelligence artificielle. Guillaume, vous l'avez promis. Je suis Guillaume Vendée et j'ai l'immense plaisir de retrouver celui qui a concocté cet épisode et collecté toutes les news dont les sources figurent dans les liens qui figurent elles-mêmes dans les notes de l'épisode. C'est donc Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très très bien. Toujours. On enregistre comme toujours 2 épisodes dans la foulée. Il y a le cœur de l'actu, l'immanquable dans une première partie. On arrête l'enregistrement, on se fait une petite pause et puis on se retrouve avec Guillaume dans la foulée dans les 10 minutes qui suivent. Mais oui, je donne toutes les coulisses. Mais oui. Donc au moment où on prononce ces mots, nous sommes mardi 27 juin, très belle journée. Mais vous écoutez cet épisode quelques jours après et vous avez donc le plaisir d'avoir d'autres infos. Je me dois, avant d'ailleurs de vous confier toutes ces belles news que Guillaume a sélectionnées, de vous rappeler que Tech Café est un podcast évidemment complètement gratuit, mais pour lequel vous pouvez participer au financement en vous rendant sur la page Patreon, Patreon, patreon.com/techcafé. C'est un site de financement participatif récurrent américain et qui vous permet de mettre des toutes petites sommes. Évidemment, c'est le principe des petites rivières qui font des grands fleuves. C'est qu'à chaque fois que j'utilise cette expression, j'ai un doute. Je me demande si c'est les petits ruisseaux, les petits... Bon, bref, mais vous avez compris. Les petits ruisseaux qui font les grosses rivières. Ouais, j'imagine. Ah, on valide cette expression dans ce format-là. Et puis, je vous rappelle aussi les incontournables qui sont les commentaires sur techcafé.fr où vous pouvez réagir aux épisodes qui sont publiés et le serveur Discord où vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur techcafé.fr/Discord. Sans autre forme de procès, Guillaume, on a du matos. On va parler du bon vieux matos, de ce qui fait fonctionner nos appareils. Et il y a un truc qui s'est installé un petit peu, je trouve, dans les usages de plus en plus, mais qui n'a pas beaucoup évolué jusque-là. Je remarquais, c'est le NFC. Franchement, il y a vraiment un truc. J'étais ce matin en déplacement à Paris et donc j'ai des vieux tickets de métro, des tickets de métro que je garde dans mon portefeuille et qui sont immanquablement démagnétisés parce que je les laisse à côté de mes cartes, de ma carte bancaire ou d'autres badges. Et donc, voilà, ça se démagnétise à chaque fois. Ça m'insupporte et je me dis, mais en 2023, on devrait pouvoir avoir tout en NFC. C'est tellement plus pratique qu'en ticket papier. Et en tout cas, le NFC s'est installé dans nos usages, mais n'a pas beaucoup évolué sur sa structure même et son fonctionnement, Guillaume. C'est vrai, mais ça va un petit peu changer. Le NFC va évoluer quand même un petit peu aussi, même lui. Donc le standard du sans contact a défini, le standard NFC a défini des objectifs pour 2028. Bon, donc pas trop pressé. Ah, on est large. Voilà. Encore. Et en l'occurrence, le principal, c'est de devenir peut-être effectivement sans contact, parce que je sais pas vous, mais moi je touche systématiquement à la zone sans contact pour payer de toute façon. Alors moi, c'est mon défi, moi. Moi, c'est mon défi de déclencher quelque chose sans toucher, tu vois. Ouais, alors ça marche normalement si t'es à 5 mm ou moins. Du coup, tout le monde colle en fait Gros le truc challenge. NFC au récepteur en fait. Eh bien, ça pourrait changer. La distance admissible devrait être multipliée par 4 ou 6. Et effectivement, si ça passe à 2 ou 3 cm, ça devient plus gérable. Juste, tu me montres la carte, comme ça, tu la rebuts devant, et puis hop, c'est fait. De même, la puissance qu'on pourra envoyer passe de 1 à 3 watts. Donc ça reste très modeste, mais ça pourrait ouvrir la voie à la recharge de tout petits appareils. Il y aurait même dans les tuyaux l'idée de permettre aux téléphones de devenir des terminaux de paiement et de faire plusieurs actions en un seul contact. Ou absence de contact, justement. Par exemple, payer et présenter une carte de fidélité. Tu vois, tu fais les deux à la fois, ce genre de truc, donc ça pourrait être pratique. Et le NFC, d'ailleurs, le standard NFC voudrait aussi explorer d'autres usages, comme les clés de voiture, les clés en général d'ailleurs, et aussi la santé, puisque voilà, tout le monde va être dans la santé, c'est un trop gros marché pour ne pas susciter la convoitise d'absolument tout le monde, donc voilà. Eh ben écoute, on verra. Moi, je me réjouis que ça avance ce NFC. Par contre, pourquoi aussi loin ? C'est ce que je me demandais en fait. Pourquoi à 5 ans comme ça ? C'est quand même fou. T'as des processeurs qui évoluent d'année en année. Pourquoi le NFC c'est le standard, tu sais, ça prend du temps, puis il faut que ce soit adopté, puis après que ce soit implémenté, etc. C'est toujours pareil.
C'est comme le Bluetooth d'ailleurs, je crois que ça évolue pas si vite que ça, et puis même le Wi-Fi qui a des itérations comme ça. On va parler un petit peu d'un de tes chouchous, Guillaume, le Risc 5. Oui, parce que vous avez peut-être remarqué un truc au dernier épisode supplément, j'ai pas parlé de Risc 5. C'est vrai, c'est vrai. Dingue. T'as perdu tes bonnes habitudes alors. Oui, donc cette semaine, bien sûr que je vais vous parler de Risc 5. Parce que TenStorrent, une boîte qui est à fond derrière le standard, cette architecture libre, veut sa part du gros gâteau du deep learning et elle veut même concurrencer Nvidia, ni plus ni moins. C'est ambitieux, c'est vrai, hein, mais en même temps, pourquoi pas. Les cœurs Risc 5 sont justement prévus pour être flexibles et largement personnalisables selon les besoins. Donc TenStorrent veut faire des processeurs massivement multicœur, donc extrêmement multicœur, avec des unités qui traitent des matrices en faible précision, et c'est aussi exactement ce que fait Nvidia avec ses GeForce en réalité. Donc ils ont déjà des protos, alors les protos s'appellent Grayskull ou Wormhole, et aussi Black Hole, et je pense qu'il est très certainement avec des noms comme ça. Supermassive, ce Black Hole, puisque son prédécesseur alignait déjà 328 teraflops, en petite précision, en précision 8 bits, mais bon quand même. Donc TenStorrent prévoit aussi d'avoir une nouvelle architecture de cœur, de plus en plus large, le passage au chiplet aussi, comme le fait AMD par exemple, ça dès 2024, avec Quasar, sa prochaine puce. Et par ailleurs, à partir de Black Hole, ce sont des processeurs autonomes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas comme les Tesla, comme les accélérateurs Tesla ou les Radio Instinct de cartes que tu insères, mais carrément de processeurs qui peuvent être tout seuls en fait dans une station de travail, donc qui intègrent eux-mêmes leurs propres unités accélératrices, donc c'est autonome si tu veux. Alors je parle de cette boîte parce que dans le board des directeurs, la boîte c'est TenStorrent, on retrouve Raja Koduri, entre autres. Mais Raja Koduri, c'est une célébrité parce que c'était le papa de pas mal de Radeon. En fait, c'est le papa d'une grande partie des Radeon à l'époque où il travaillait chez AMD. Il a été débauché par Intel pour superviser les Intel Arc, donc les GPU donc discrets de la marque, qui sont sortis récemment. Et il est maintenant dans cette encore petite boîte, finalement, qui a de grandes ambitions. Tu vois, c'est peut-être assez rigolo à voir. Et donc, ils ont de grandes ambitions, et puis ils ont aussi un compilateur. Donc ça, c'est quand même très important, parce que dans le domaine, finalement, tu vois, quand tu veux lancer une puce, c'est très bien. Tu peux, ce que fait Nvidia, c'est super. C'est très efficace tout ça, mais le truc, si tu veux, c'est qu'en gros, tu lances une puce, c'est très bien, il faut le faire bien, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, mais après, il faut aussi que les programmeurs puissent s'en servir, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il te faut une pile logicielle, il faut que tu sois compatible avec plein de trucs, etc. Il faut que tu donnes des outils, et donc TenStorrent a aussi un compilateur et toute une suite logicielle qui s'appelle Buda. BUDA, et c'est sans aucun doute un clin d'œil à CUDA, CUDA, qui est la plateforme de Nvidia. Donc le but finalement, c'est que les devs portent des environnements de deep learning comme PyTorch, TensorFlow et compagnie, qui sont de relativement haut niveau quand même, qui les portent sur Buda, donc, et pour qu'ils puissent utiliser directement, en fait tu fais ton truc TensorFlow, toi tu sais pas, tu fais ton truc TensorFlow par exemple, et puis tu utilises ce qu'il y a derrière, donc ce qu'il y a derrière ça peut être une Radio Instinct, une GeForce, ou bien ça peut être tout simplement un truc, un Black Hole par exemple de TenStorrent. Et donc il y a... Donc Buda, c'est la plateforme qui est orientée deep learning, mais il y a aussi une autre version qui est plus généraliste qui s'appelle Buda M pour Buda Metal, et qui est vraiment pour le coup un équivalent de CUDA, puisque c'est CUDA mais sur les accélérateurs TenStorrent, et CUDA en fait ne sert pas qu'au deep learning, c'est-à-dire qu'on en parle énormément dans ce cadre en ce moment, mais CUDA ça sert partout là où on peut faire du calcul parallèle en réalité, donc c'est juste la librairie de calcul parallèle de Nvidia qui sert à tout, et donc aussi en l'occurrence à faire du deep learning. Ok, c'est intéressant de s'actualiser. C'est vrai que c'est ton chouchou, décidément, Risc 5, j'aime beaucoup. Tu vois qu'il y a tous les fronts, il y a tous les secteurs qui commencent comme ça, tu vois, ça commence à émerger un petit peu sur tous les secteurs doucement, petit à petit, donc ça fait son trou, je pense. Très bien, sans doute c'est une réponse aussi à la situation un peu hégémonique, je pense, quelque part de ARM d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est une tendance assez naturelle. Guillaume, il y a une entreprise qui va pas très bien, qui enchaîne un petit peu les problèmes. Il y a des périodes comme ça, période un peu chat noir, c'est Microsoft. Oui, on parle pas de Microsoft qui galère là, pour le coup, à respecter ses propres engagements en matière d'empreinte carbone. Parce que dès 2020, ils ont annoncé vouloir être carbone négatif. Et alors, ça dépend de comment on regarde. C'était ambitieux, je me rappelle des annonces. C'était assez ambitieux, bien sûr. Et ça dépend de comment on regarde, ils ont réussi. Mais c'est un petit peu le problème, c'est que ça dépend du point de vue. Si on regarde les émissions directes, Microsoft est bon. Ils tournent à 100% sur de l'énergie renouvelable. Donc ils sont pas carbone négatif, mais ils sont carbone neutre si tu regardes vraiment que les émissions directes. Le souci, c'est que ces émissions directes ne représentent que
à peu près 2% de ses émissions totales, si on prend en compte toute la chaîne d'approvisionnement, en fait, toute la chaîne de production et d'approvisionnement. Donc en gros, Microsoft est super propre parce qu'il émet indirectement ailleurs, via des prestataires, via des sous-traitants, des fournisseurs, qui eux n'arrivent pas forcément, ou ne cherchent pas, ou ne peuvent pas réduire leurs propres émissions. D'après le propre rapport de Microsoft pour 2022, le cycle de vie des produits représente 96,7% des émissions du groupe, et elles ont augmenté d'année en année. Enfin, elles ont augmenté de 2020 à 2021, et elles sont restées stables en 2022. Donc les chaînes d'approvisionnement sont très très longues, il faut les considérer vraiment de très loin, de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage des appareils, en passant par leur fabrication, leur transport et leur usage. Donc il y a à peu près 400 usines Microsoft dans 23 pays, il y a des dizaines de milliers de fournisseurs. Et bon, alors The Verge a mené une enquête qui est très partielle, mais qui est pas très encourageante, puisqu'ils ont pris les plus gros, en fait, fournisseurs de Microsoft, et donc sur les 27 des plus gros, il y en a 14 qui avouent avoir augmenté leurs émissions. Donc il y en a 4 qui donnent pas d'informations, et le reste, heureusement, déclarent les avoir baissés. Ça reste du déclaratif, cela dit. Donc ils ont pas mal de boulot, d'autant que le business de Microsoft augmente d'année en année. Évidemment, ils sont très contents, ils veulent vendre toujours plus d'appareils, toujours plus de Surface, toujours plus de Xbox, évidemment. Et bon, c'est pas si évident que ça. Alors, puisqu'on parle de Surface, d'ailleurs, on peut parler aussi puisqu'on parle de Surface et qu'on a parlé de processeurs ARM, on peut aussi parler des prochains processeurs Qualcomm, puisque il sait qu'il y avait une exclusivité des puces du constructeur, des puces les plus puissantes de Qualcomm sur les Surface, les fameuses puces 8CX. Là, bon, apparemment, ça va se terminer avec les futures puces Qualcomm Orion avec un Y. Parce que les puces 8CX, donc de Gen 4, donc c'est comme ça qu'elles seront probablement appelées quand elles sortiront dans le commerce, elles seront apparemment accessibles à tout le monde et pas seulement à Microsoft. Il faut dire que c'est normal parce que finalement, Orion, c'est la réponse de Qualcomm à Apple. Donc les enjeux sont très élevés puisque Apple est devenu le roi du monde ARM, complètement. Certains diront le roi du monde tout court, dans le sens où c'est lui qui produit les meilleures puces sur cette architecture. En ARM, les meilleures puces ARM pour ordinateur et même pour mobile, c'est clairement Apple qui les propose. Et du coup, il a imposé aussi dans le monde PC, entre guillemets, c'est-à-dire des ordinateurs personnels. Au-delà des smartphones, Apple a réussi à imposer ARM dans les ordinateurs personnels, vraiment, oui. Non, c'est vrai, c'est un point important à souligner. Non, je ne faisais qu'abonder dans ton sens. Et donc les tentatives de Microsoft pour présenter des alternatives crédibles pour le moment ont été des échecs, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de puces concurrentes, enfin qui soient concurrentielles, si tu veux, avec les M1 et les M2. C'est pas, pour l'instant, ça n'existe pas, mais c'est l'objectif de Orion. Donc quand Orion va sortir, évidemment, ça sera un gros coup parce qu'ils vont se mettre en frontal en face des M1 et des M2. Donc elles ont pour mission de continuer aussi à étendre l'emprise de ARM, parce que ça finalement c'est que du ARM, donc c'est tout bénef, sur le marché de l'ordinateur personnel, mais côté Windows et côté Chromebook aussi d'ailleurs, certainement. Donc Microsoft les utilisera sûrement dans ses prochaines surfaces ARM, mais il n'y aura pas que lui, donc il y aura des puces ARM qui vont, continuer à proliférer, vraiment, et c'est quelque chose qui va pas du tout faire les affaires d'Intel d'ailleurs, au passage. Oui, bien sûr. En notant au passage, je ne sais pas s'il suffit d'avoir des processeurs compétitifs pour vraiment être en compétition avec Apple, mais en tout cas, évidemment, dans l'affrontement des processeurs, c'est directement la direction vers laquelle on se dirige. Alors, tu parles d'Intel, justement, Guillaume, un peu de nouveau du côté d'Intel ? Intel va pas bien, hein, tu sais, il perd de l'argent, alors qu'il lui faut en investir énormément pour rebondir et se maintenir dans la course. Donc il y a des décisions difficiles qui sont prises parfois. Donc par exemple, là ils vendent 20% de IMS nanofabrication. Personne ne sait qu'est-ce que c'est IMS nanofabrication, c'est tout à fait normal. C'est pourtant essentiel finalement parce qu'ils sont spécialisés dans des masques pour la photolithographie, des masques pour le multi-patterning. C'est une technologie essentielle pour faire des puces qui sont aussi miniaturisées que ce qu'elles sont. Donc c'est assez compliqué, mais finalement voilà, il faut juste retenir que c'est une technologie clé. Et IMS avait été racheté en 2015 par Intel. Pourquoi pas, puisque Intel a de gros besoins finalement avec ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi du coup, à un moment crucial où Intel a besoin finalement de toutes les technos disponibles pour surnager, pourquoi est-ce qu'ils vendent des parts ? Pourquoi est-ce qu'ils le revendent ? Probablement juste pour se faire un petit peu de cash rapide. Parce que c'est Bain Capital qui rachète, et on ne connaît pas le montant, mais ça pourrait avoisiner le $1 milliard quand même. Alors officiellement, évidemment, c'est pour dynamiser le business d'IMS et l'ouvrir à plus de partenaires potentiels. En réalité, c'est quand même des investisseurs qui arrivent dans le capital d'une boîte qui est très utile, et les investisseurs ils vont demander des retours sur investissement, donc ils vont mettre la pression, le cash frais il n'est pas gratuit, et donc ça me paraît plus être une mesure de rusting à court terme qu'une vraie stratégie technologique, honnêtement. D'ailleurs, il y a un autre changement majeur chez Intel, là qui est en train de se faire, qui va se faire en 2024, c'est ils se séparent de leurs usines.
Donc officiellement, Intel se restructure et fait comme AMD. AMD en son temps, il s'est séparé de la partie, il avait séparé la partie design de puces de la partie fonderie, de la partie des usines de fabrication. Il me semblait justement que Intel voulait se tourner plus sur la fonderie pour les autres, quoi, quelque part. Oui, complètement. Mais donc justement, non, pas. Alors oui et non. Si tu veux, le truc c'est que AMD en son temps donc avait accouché de Global Foundries. Et Global Foundries, effectivement, il existe toujours. Alors ça, c'était en 2009. Hein. Et donc, ça existe toujours. Effectivement, c'est devenu une fonderie qui donc fait des prestations à qui veut. L'idée, c'est de positionner effectivement Intel, le fondeur, comme une boîte indépendante directement en face de TSMC. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que Intel, le designer, va passer des contrats et payer Intel, le fondeur, pour ses prestations. Et que Intel, le fondeur, devra tenir ses comptes et déclarer ses pertes et profits. Donc, Intel, pour être rentable, même si ses usines perdent de l'argent, ou inversement d'ailleurs. Mais le truc fou, c'est que c'est aussi une mesure de réduction des coûts en réalité. Encore une. Parce qu'à partir de 2024, donc Intel Business devra payer pour toutes les prestations de Intel Foundries. Chaque wafer, chaque proto même sera facturé. Ce qui va mettre la pression sur Intel Business pour faire gaffe à pas demander de prestats inutiles. Donc ils devront gérer leurs comptes et faire gaffe au moindre dollar. Donc Intel s'attend à économiser entre 500 millions et 1 milliard de dollars rien que comme ça. Alors bien sûr, ce sera pareil dans les délais. Il va falloir aller de plus en plus vite. Il va falloir réduire le nombre d'itérations, ce que tu fais dans la mise au point des puces aussi, par exemple. Tu vois. Donc en gros, c'est une mesure qui va permettre de mettre la pression en interne sur tout le monde, en espérant aller plus vite et faire plus avec moins. Bon, c'est pas un super bon signe non plus, parce que l'histoire se répétera pas forcément nécessairement, évidemment. Mais si on regarde le cas AMD, c'est quand même pas très encourageant, parce que AMD, le designer, il est très rentable et innovant, pas de souci. Il pèse vraiment lourd dans le game, maintenant, il n'y a aucun problème. Par contre, Global Foundries est complètement hors jeu. Et ça fait des années qu'il est complètement hors jeu. Elle existe toujours, hein, mais ça fait des années qu'elle ne produit plus de puces haute performance. AMD grave chez TSMC, il grave plus chez Global Foundries, qui est complètement surclassé par TSMC sur tout ce qui est puces de haute performance, que ce soit pour le mobile, pour les cartes graphiques, pour les processeurs, c'est fini. Or, les usines Intel, le but, c'est que justement, elles soient top niveau, qu'elles soient compétitives, tu vois. Donc il faut pas du tout qu'il arrive ça, parce que les usines Intel sont stratégiques pour les États-Unis, carrément, parce que ce sont les usines de l'Occident, en fait. Intel, il faut pas oublier que c'est le fondeur de l'Occident qu'on veut avoir en backup si jamais ça couille à Taïwan. Donc il s'agirait pas de faire pareil, tu vois. Donc bon, on verra, mais bon, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite, effectivement. Bah écoute, merci beaucoup pour cette revue matérielle, Guillaume. On va enchaîner avec une rubrique portée plus sur les véhicules, de manière générale, hein, tout ce qui est lié à la mobilité, mais le premier sujet est quand même un peu malheureux. Ça fait écho à ce fameux sous-marin, Guillaume, qui a implosé. Ouais, le Titan s'est fait cruncher, hein. Il a fini en canette de coca écrasé 4000 mètres sous l'eau, enfin 4000 ou 3000. Apparemment, la moindre fuite à cette profondeur et tu passes en 2 dimensions en un dixième de seconde, quoi, par là. Donc il y a eu 5 morts dans ce sous-marin qui était piloté avec une manette de jeu PC Logitech. Et ça a fait les gros titres, comme mon témoignage que la boîte était gérée n'importe comment et que le sous-marin était géré n'importe comment, tout ça. Et c'est pas juste, parce que c'était pas une mauvaise manette. C'était une F710 sans fil, et elle marche pas mal, hein. En fait, les manettes de jeu sont beaucoup plus répandues qu'on le croit, pour piloter plein de trucs qui sont très pro, même dans l'armée, et très loin du monde du jeu vidéo. La manette de Xbox, on avait dû en parler. Complètement. En réalité, non seulement les manettes sont des techs éprouvés, qui sont des trucs robustes, qui marchent bien, qui ont plein de degrés de liberté, elles ont plein de boutons, plein de sticks, mais en plus, et même surtout, tout le monde sait les utiliser. Pratiquement tous les humains nés dans les années 80 sont à l'aise avec une manette. C'est un truc de moins à apprendre. Et c'est comme ça qu'on retrouve des scanners IRM, des lasers de l'US Navy, qu'on retrouve un sous-marin, un 4x4, un robot démineur, qui sont pilotés avec des manettes de type Xbox. Et dans l'armée en particulier, on cherche l'efficacité. Or, les recrues, le plus souvent, c'est des jeunes hommes qui ont passé probablement trop de temps sur une console ou une autre. Alors, pourquoi choisir d'autres pour piloter des canons ou des drones ? Donc parfois la manette succède d'ailleurs même à des systèmes de commande propriétaires, comme le clavier souris ou des joysticks spécifiques, hein, qui se sont avérés tout simplement en pratique moins ergonomiques et moins intuitifs à utiliser, donc ils ont été juste remplacés par un truc qui est efficace, tout simplement. Donc on ne se moque pas parce que c'était probablement pas une si mauvaise idée que ça, et c'est pas une idée si originale entre guillemets. Plein de cas d'usage. On enchaîne avec les drones maritimes du coup. Alors ça c'est du coup pas les drones qui volent, les drones qui naviguent. Les drones qui flottent. Ouais, c'est vrai qu'il aurait peut-être mieux valu que le Titan soit un drone piloté à distance.
comme ça, des peinards. Bon, Donc c'est moins sympa pour vendre une expérience touristique, du coup. Il y a moins le sens de l'aventure, ça c'est vrai. En même temps, après, comme ça, t'évites pas de finir en plat de lasagne avec des cheveux, ça c'est pas mal. Putain, et des drones maritimes, et oui, des drones maritimes, ça existe désormais. Donc ça s'appelle les sail drones, par exemple. Donc ce sont des bateaux solaires et à voile qui sont semi-autonomes et peuvent être commandés via satellite, mais pas directement. En fait, on leur donne une destination, après ils se débrouillent tout seuls. Donc ils peuvent être bardés de capteurs, selon tes besoins, de tout ce que tu veux. Ils vont pas très vite, mais ils ont le temps. Parce qu'il n'y a personne à bord qui doit boire, manger, dormir, faire caca, ou voire socialiser pour pas virer dingue. Et ça, c'est un soulagement énorme. Parce que sans sac à viande à babysitter, les sail drones peuvent rester en mission des mois et des mois, par tous les temps, peuvent aller dans la glace, dans les tempêtes, voire même dans les cyclones. Ouais. Parce qu'en 2021, d'ailleurs, un drone a pour la première fois pénétré un ouragan de catégorie 4, en 2022. 7 autres ont pénétré Fiona. L'ouragan Fiona, je veux dire. Ils ont fait des mesures inédites. Ils sont allés jusque dans l'œil, comme ça, au calme, c'est le cas de le dire. Et puis c'était du jamais vu. Donc ils font pas que des trucs aussi casse-cou quand même. Ils peuvent mesurer les reliefs sous-marins, ils peuvent récupérer des émissions absorption de CO2 océanique, comme ça. Il y en a un qui a fait le tour de l'Atlantique, d'ailleurs, qui est tout de l'Antarctique pour tout mesurer, comme ça. Donc ils peuvent aussi surveiller les bons de poissons, ils font plein de mesures pour la météo, le climat, etc. Donc en fait, ce sont des mercenaires. Les scientifiques peuvent les louer, les configurer, puis après, ils peuvent les faire partir en mission comme ça, autant que ça leur chante, autant qu'ils ont du budget aussi, j'imagine. Donc c'est des petits bateaux drones qui deviennent super outils comme ça pour la recherche océanique. C'est pas mal. Très bien, c'est plutôt cool. Excellent. On va terminer avec un tout autre registre. Au lieu d'aller se tourner vers les eaux, Guillaume, on va se tourner vers les étoiles. Enfin, on va essayer en tout cas, parce que tu as de l'actu autour de Starship du côté de SpaceX. Écoute, il revient déjà sur le pas de tir dans 6 semaines à peu près. Donc il revient sur un nouveau pas de tir, parce que je pense que l'autre on l'appelle Nagasaki dans la région, je suppose. Donc il y a pas moins de 1000 améliorations qui sont annoncées pour ce nouvel essai, et l'on estime qu'il pourrait y avoir 60% de chances de pas exploser. C'est quand même génial, il n'y a que 40% de chances d'exploser. Bon. Donc un changement important d'ailleurs sera dans le mécanisme de séparation du premier étage. Donc je savais pas, mais la fusée est en 2 morceaux, la fusée est en 2 morceaux donc. Le premier est globalement donc un énorme réacteur comme ça avec 32 moteurs Raptor, c'est gigantesque. Et le second c'est le vaisseau Starship, lui-même en gros, dans lequel il y aura la cargaison, les gens, tout ça. Et c'est un truc qui a 6 moteurs. Et donc évidemment c'est lui qui devra mettre le truc en orbite. Voilà, c'est ces moteurs-là qui vont mettre le vaisseau en orbite après la poussée initiale. Donc la dernière fois, il n'y a pas eu le temps en fait pour la séparation parce que ça a pété avant. Mais là, SpaceX aimerait bien voir ce que ça donne parce qu'ils veulent utiliser en fait un mécanisme de tremplin en quelque sorte pour le Starship. Donc la manière de faire standard, c'est t'envoies la sauce avec le booster, donc le booster du bas là, le gros machin avec un moment. Voilà, tu t'envoies la sauce au maximum, quoi. Et puis quand t'es à la Vatis Max, qu'il y a plus de, en gros, il y a plus de carburant dedans, t'éteins tout. Tu sépares la fusée, donc tu largues le premier étage et qui tombe tout bêtement, et puis après tu allumes les moteurs du deuxième étage et tu fais ta vie jusqu'en orbite. Et là, ils veulent rallumer le deuxième étage avant d'avoir complètement éteint le premier. Donc en gros, ils veulent qu'il y ait encore de la poussée du premier étage et prendre appui dessus en allumant le deuxième. Et donc ça fait un petit tremplin comme ça, et hop, ça fait un surcroît de force qui augmente théoriquement la charge utile que le Starship peut satelliser, du coup, parce qu'évidemment il s'envoie plus fort, quoi. C'est un petit coup de fouet, comme ça, une petite optimisation qu'il faut quand même bien gérer, parce que... C'est un peu comme une courte échelle propulsée, quoi. C'est un petit peu ça, sauf qu'évidemment, t'envoies les moteurs sur la gueule du premier étage, du coup. Et donc ça veut dire qu'il faut des évents particuliers sur le premier étage pour orienter les flux de gaz brûlants qui vont partir du deuxième étage sans tout cramer et sans faire péter le truc qui reste, parce qu'évidemment s'il y a encore un petit peu, comme la poussée n'est pas terminée, il y a encore un petit peu de carburant aussi dans le premier étage, donc c'est quand même très délicat cette histoire. Et donc c'est pour ça que ce serait cool qu'ils arrivent au moins à voir ça, cette voie, tu vois, voir s'ils y arrivent ou pas, donc arriver à l'étape au moins de la séparation cette fois-là. Donc voilà, les moteurs Raptor ont aussi été modifiés, il y a eu, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient restés en panne en fait la dernière fois, donc ils ont modifié les tuyères pour éviter les fuites. Ils ont renforcé le pas de tir, pas 2 fois, donc ils ont coulé 1000 mètres cubes de béton armé sur 2 énormes couches d'acier. Le tout arrosé en permanence, donc voilà, écoute, espérons que ça se passe mieux, ne serait-ce que pour éviter que ça arrose encore tous les alentours sur des kilomètres de milliers de tonnes de poubelles en métal, ça serait pas mal. Ouais, on avait parlé effectivement de cette explosion et ce décollage raté, mais qui sont effectivement une innovation qui permet d'aller à vitesse grand V pour SpaceX dans l'amélioration de ses produits. Merci Guillaume, on enchaîne avec une section intelligence même
artificielle. Tu nous avais promis, Guillaume, et attention, j'espère que tu tiens tes promesses dans l'épisode hebdomadaire de cette semaine, de nous parler un petit peu de Gemini. Alors allons-y, de quoi s'agit-il, Guillaume ? Mais je tiens toujours mes promesses, absolument. Donc oui, parler de Gemini et donc effectivement des pistes pour améliorer les modèles de langage, pour aller un petit peu au-delà de ce qu'on fait, voilà, quelles sont les recherches en la matière aussi. Et puis effectivement peut-être que des innovations plus significatives que ce qu'on a avec OpenAI peut-être viendront de Google et de son prochain modèle Gemini. Parce que, alors, je me base pour ça sur une interview qui est parue dans Wired du PDG de DeepMind, qui s'appelle Demis Hassabis. Donc Demi qui fait pas les choses à moitié. Et oui, demi à moitié. Oui, bon, c'est la fin de la saison, hein, s'il vous plaît. Et bon, le prochain rival de GPT, apparemment, sera un petit peu différent. Donc Gemini, comme ils disent, serait toujours un modèle de langage, ouais, ok, mais il disposerait de techniques qui sont utilisées dans AlphaGo. Alors AlphaGo, rappelons-le, hein, c'est l'IA qui a battu Lee Sedol, le champion de Go, le champion du monde de Go, en 2016. Ça a été un gros jalon pour l'intelligence artificielle, et, ouais, effectivement, donc c'était voilà, quelque chose de marquant, on en avait parlé bien entendu longuement. Et bon, AlphaGo utilise une technique d'apprentissage par renforcement, donc en gros il joue contre lui-même, et il influence sa manière de jouer tout seul en fonction de comment les parties tournent. Donc s'il gagne, eh ben, il sait qu'il tient une stratégie qui est pas trop foireuse, donc il faut la creuser, quoi. En plus de ça, et pour arriver à maîtriser la croissance exponentielle des configurations de jeu, surtout au Go, hein, ben, il a aussi un système de recherche arborescente qu'il apprend à élaguer. Donc il fait un arbre, par contre il égale de manière vraiment très agressive l'arbre, pour pas se retrouver submergé. Donc il apprend à élaguer cet arbre aussi comme ça. Et donc si comme nous le dit Demis, Gemini est une sorte de palme combinée avec des morceaux d'AlphaGo, c'est pas immédiatement clair quel type de Frankenstein on va avoir, parce qu'il donne pas de détails techniques, malheureusement. Donc on sait que la partie linguistique de Gemini sera entraînée sur des gros volumes de données de bonne qualité. Donc il insiste sur le fait que ce sera de la bonne qualité, que ce sera aussi des trucs non toxiques, enfin des trucs assez filtrés, quoi. Donc il faut attention à ce que, voilà, ça pourrait leur permettre d'avoir un modèle efficace, sans être trop gros d'ailleurs aussi. Et par ailleurs, pour ce qui est de la partie AlphaGo, c'est beaucoup moins clair. Par exemple, est-ce que Gemini utilisera une arborescence pour pondre ses réponses ? Ça pourrait faire penser à une technique qui est en cours de recherche en ce moment. Enfin, il y a des articles qui sont parus dessus qui s'appelle la technique de l'arbre de pensée. Donc c'est une extension de la technique de la chaîne de pensée. Alors voilà, arbre de pensée, chaîne de pensée. Alors la chaîne de pensée, c'est assez simple à expliquer parce que, en gros, ça consiste à faire exactement comme on fait nous. C'est-à-dire, on réfléchit pas à pas au lieu de donner une réponse rapide au pif. Donc si je demande à un gamin de me dire si un kilo de plume c'est plus léger qu'un kilo de plomb, spontanément, s'il réfléchit pas du tout, il va avoir tendance à dire oui, un kilo de plume c'est plus léger qu'un kilo de plomb. Et c'est finalement un petit peu comme avec un modèle de langage, parce que plume et léger, ça va souvent ensemble, alors ouais, tu vois, c'est ce genre de... Voilà. Maintenant, évidemment, si tu demandes de réfléchir pas à pas au gamin, ou enfin, tu te demandes de réfléchir pas à pas, tu vas te dire, pour savoir ce qui est le plus lourd, faut connaître le poids des deux, 1 kilo de plume, ça pèse 1 kilo de plomb aussi, conclusion, t'as essayé de me prendre pour un jambon. Bon. Donc, tu vois, c'est vraiment ça l'idée. Ce type de technique, de réfléchir pas à pas, de détailler, ça marche aussi avec les IA. C'est ça qui est assez marrant. Ça permet d'aller au-delà des corrélations statistiques superficielles de base, parce qu'en gros, quand tu réfléchis pas à pas, tu rajoutes des mots, et ça en appelle d'autres, et en fait, ça élargit, et ça modifie complètement les courbes de probabilité. Donc on peut demander à un modèle de le faire, explicitement, c'est-à-dire on lui dit « réfléchis pas à pas », ou on peut le pousser, si tu veux, à le faire, à systématiser ça. On peut aussi le pousser à le faire, l'obliger à le faire. Donc un inconvénient de ça, c'est que c'est une chaîne de pensée, donc c'est une chaîne, et donc s'il y a un maillon qui est foireux, la conclusion aussi souvent elle est foireuse, et on va pas revenir en arrière. Et donc c'est pour ça qu'il y a une idée qui étend ce concept qui s'appelle l'arbre de pensée, alors ça s'appelle Tree of Thought, c'est dans les articles, qui crée plusieurs branches, qui sont chacune une chaîne de pensée possible. Donc en gros, on part dans plusieurs directions, certaines plus simples, pertinentes ou simplement plus justes que d'autres, et une fois l'arbre établi, on doit déterminer la meilleure conclusion. Donc en gros, le modèle est réfléchi, quoi. C'est-à-dire qu'il émet plein d'hypothèses, il juge de leur validité en s'interrogeant sur ses propres conclusions. En général, la chaîne de pensée est nettement meilleure pour répondre à des questions que le zero shot. Donc le zero shot, c'est la réponse directe, en gros envoyée au pif, direct. Donc évidemment, c'est mieux de faire une chaîne de pensée qu'un zero shot, et c'est aussi mieux de faire un arbre de pensée qu'une chaîne de pensée. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus long, parce qu'il faut générer beaucoup plus de mots et juger de la qualité des réponses, donc c'est beaucoup, beaucoup plus long. Donc c'est de la qualité, mais ça se paye, monsieur. Et voilà. Alors je raconte ça, j'ai aucune certitude que c'est ce genre de technique qui sera utilisé pour Gemini. C'est juste là, c'est ça, ce à quoi ça me fait penser.
Ce qui semble rassurant, c'est que Demis Hassabis est apparemment partisan de plus de transparence et d'une ouverture des recherches et même des modèles au milieu universitaire. Donc à un moment, on aura un papier et puis là, voilà, je pourrais en parler en étant moins un escroc, hein, c'est-à-dire en parlant de trucs avec plus d'informations, disons. Si t'es un escroc, je pense qu'il y en a un paquet sur la planète, Guillaume, mais effectivement, on attend de pouvoir creuser ce sujet, que tu puisses peut-être revenir dessus. En attendant, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce qui se passe du côté des intelligences artificielles qui sont pas foutues de compter, c'est ça? Mais enfin, mon fils y arrive, Guillaume. Mais oui, alors comme je viens de l'évoquer, je l'évoquais un peu gratuitement, mais bon voilà, c'est une bonne introduction. Il y a pas mal de recherches en ce moment sur ce qui rendrait les modèles de langage moins benets, moins idiots. Et en gros, c'est vrai que ça consiste à les pousser à réfléchir, voire à les obliger à réfléchir par fine-tuning, hein, parce que souvent, juste les encourager, ça suffit pas. Comme avec les vrais enfants, en fait, hein, tu encourages à réfléchir, non mais ça suffit pas, faut obliger. Donc, réfléchir, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, se parler à soi-même, essayer divers raisonnements, et aussi, ça peut prendre la forme de diviser les gros problèmes en problèmes plus petits. Et d'ailleurs, ces problèmes plus petits peuvent eux-mêmes être divisés en problèmes encore plus petits, jusqu'à ce qu'on ait des problèmes suffisamment petits pour les résoudre, et après on remonte. Donc c'est une démarche récursive. Le but, c'est de donner une capacité de raisonnement récursif à un modèle de langage qui, de base, n'est pas du tout fait pour ça. Le modèle de langage, il crache le premier truc qui lui passe par la tête. Hein. En fait, c'est ça son boulot. Donc il y a des chercheurs coréens qui ont entraîné un modèle de langage pour qu'il puisse apprendre à compter, à calculer, en fait. Alors je sais, utiliser un modèle de langage pour faire des additions, c'est sans doute la manière la moins efficace du monde de faire des additions. Mais bon, ils avaient besoin d'un truc pour tester leur théorie, pour valider tout ça, avec une procédure qui est vraiment très simple et à valider automatiquement aussi, tu vois. Donc faire des additions, évidemment, tu valides automatiquement. Parce qu'une addition... Oui, vas-y. Non, vas-y, je te laisse continuer. Parce qu'une addition de 3 chiffres, tu peux la décomposer en des additions plus simples. En particulier des additions sur un chiffre, en fait. Et donc le modèle, même le modèle le moins aiguisé du tiroir, il sait faire des additions sur un chiffre, tu vois, tu fais 4 plus 4, en général, tous les modèles de langage, ils disent 8, quoi, tu vois. Par contre, tu fais une énorme addition de 48 chiffres à plus 48 autres chiffres, ça, en général, c'est pas fait pour ça, tu vois. Même si n'importe quel ordinateur peut le faire, un modèle de langage, il est pas fait pour ça, il sait pas le faire. Donc ils ont pris un modèle classique, un petit GPT, quoi, et ils ont rajouté trois symboles particuliers, 3 symboles spéciaux, qu'ils ont appelés Go, Think et Stop. Et après, ils lui ont appris à se servir de Go, Think et Stop. Et donc il a fallu apprendre au modèle à se servir de ces symboles pour symboliquement subdiviser le travail quand c'est nécessaire. Donc en gros, quand il sait pas faire une addition, le modèle invoque un symbole, le symbole Think, donc réfléchir, et il crée une sous-tâche. Et cette sous-tâche, en fait, elle va être plus simple. Donc par exemple, ça va être, pour une grosse addition, ça va être prendre les additions des digits, quoi, globalement. Et donc cette addition plus simple, il va... Alors potentiellement, évidemment, cette addition, elle va générer d'autres sous-tâches, effectivement. Donc c'est des tâches qui peuvent générer des tâches et d'autres tâches, etc. Et donc, Go et Stop, ça va encadrer en fait, une chaîne de pensée, une production, qui est la réponse à une chaîne donnée, et quel que soit le niveau de récursion. Et donc après, tu subdivises jusqu'à ce qu'en gros, tu saches faire le truc, donc jusqu'en gros, que tu aies des additions sur un chiffre, quoi. Et après, tu remontes tout, et comme ça, tu peux apprendre un modèle de langage à calculer. Et en fait, il calcule un peu comme nous, finalement, comme quand on poserait, finalement, ça reviendrait, si tu veux, pour nous, à poser, en fait, tout simplement, l'addition. Donc, les modèles de langage sont pas faits pour calculer, même s'ils savent le faire sur de l'arithmétique simple. Encore une fois, des additions de 48 chiffres, des multiplications de 16 chiffres, normalement, ils savent pas le faire. Mais avec cette méthode, après les avoir entraînés à utiliser un raisonnement récursif, ils y arrivent. Et ça marche aussi sur les gros. D'ailleurs, que quand on prend un gros modèle de langage, alors ça c'était des petits modèles qu'on a entraînés spécifiquement pour faire ça, ça marche aussi sur les gros, quand on les réentraîne un petit peu, ils deviennent capables de faire des choses nouvelles que normalement ils savent pas faire. Donc ce qui est assez amusant, c'est qu'un des défauts, un des reproches qu'on fait au réseau de neurones finalement, c'est de demander toujours la même quantité de calcul quoi qu'il fasse. Donc c'est assez inefficace, et puis surtout, évidemment, si tu demandes un truc compliqué, voilà, tu vois, ça marchera pas parce qu'il y aura pas assez de calcul attribué finalement. En fait, avec les arbres de pensée et la récursion, c'est une critique qui tombe, parce qu'en fait on produit d'autant plus de mots, d'autant plus de tokens, qu'on a besoin de faire un raisonnement long. Et donc finalement, on a une quantité de calcul qui s'adapte à la difficulté de la tâche.
Donc c'est assez rigolo, c'est un travail qui est encore assez préliminaire, parce que c'est quand même une tâche simple, c'est très académique, de savoir faire des additions, mais ça montre que les modèles de langage tels quels finalement ne sont pas la fin de l'histoire, c'est une étape, et ils peuvent déjà être améliorés, et on entreaperçoit comment déjà un petit peu leur donner comme ça des capacités supplémentaires, quoi. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris comment ça marche. On est dans les modèles de langage habituels où on enchaîne des mots selon les probabilités, un peu comme les moteurs clavier qu'on a sur nos smartphones. Bon, on en a déjà parlé, mais en gros des probabilités, quoi. Et en gros, à un moment, il arrive à faire pause, c'est ça. Il a posé le calcul à part et à le restituer dans la conversation. Est-ce que j'ai juste? Je voudrais être sûr d'avoir bien compris le fonctionnement. Oui, c'est ça. Enfin, disons, avec un petit truc supplémentaire, avec quelques petits codes supplémentaires autour, si tu veux, pour lui permettre de faire la récursion, on va dire, quelques petits hacks supplémentaires. Effectivement, le modèle est capable d'utiliser des nouveaux symboles. Et ces nouveaux symboles, en fait, ce sont des symboles qui disent, bon, là, je m'arrête et je réfléchis. Je me pose et je réfléchis. Quand il se pose et il réfléchit, en fait, c'est comme si il prenait un morceau de la tâche d'avant et qui réfléchit dessus. Donc il la pose sur dans un nouveau contexte, parce que c'est ça en fait, il crée plusieurs contextes. C'est comme modèle de langage, tu as ton contexte, tu écris comme ça, quand tu écris ton prompt, il est complété, voilà, c'est une fenêtre de contexte. En fait, ce qui se passe, c'est que quand il se pose et qu'il réfléchit, il crée spontanément une autre fenêtre de contexte dans laquelle il réfléchit à une tâche qui est plus petite, tu vois, qui a été invoquée, qui a été créée comme une subdivision de la tâche plus complexe, tu vois. Et il crée comme ça autant de contextes qu'il en a besoin. Et à un moment donné, s'il arrive à résoudre le truc, s'il se dit, c'est bon, là j'ai fait 3 plus 5, 3 plus 5, ok, très bien, super, ça fait 8, je le sais, ça suffit, hop, je remonte. Alors l'action de remonter, il y a des codes supplémentaires qui permettent de remonter, tu vois, le truc, mais en réalité, si tu veux, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que quand il a terminé dans une fenêtre de contexte, il a un résultat partiel, et ensuite il les agrège, ces résultats partiels, pour arriver au résultat global. Enfin, quand même, c'est un peu le fil directeur, j'ai l'impression, en matière d'intelligence artificielle cette semaine et même ces derniers temps, c'est que l'évolution de ces outils va aussi passer, alors soit par une diversité des modèles de langage, les uns à côté des autres, etc., ou de création de fenêtres de contexte. On voit bien que la puissance brute n'arrivera pas à faire avancer les choses autant que les nouveaux formats qu'on est en train de décrire cette semaine, je trouve. Enfin bon, c'est un peu l'enseignement que je me fais à titre perso. Effectivement, c'est-à-dire que tout ce que je dis là, les chain of thoughts, les tree of thoughts, les recursive machin, tout ça, ça demande pas forcément des modèles qui font 1000 milliards de paramètres. Ouais, quoi. pas plus puissant. Non, le truc c'est qu'effectivement on peut rendre des modèles plus fiables, qui font moins d'erreurs, qui font de meilleurs raisonnements logiques avec un nombre de paramètres équivalent à ce qu'on a. C'est juste que on les fait travailler différemment. Quelle période captivante en matière de découverte comme ça technologique, c'est génial. On continue du coup, Guillaume, quand on voit ça immanquablement, on peut se dire qu'on peut commencer sérieusement à faire confiance à GPT. Bah oui, dans une certaine mesure, mais bon, évidemment. Alors attention, parce que là c'est long, c'est l'université de l'Illinois, c'est Microsoft aussi, c'est Stanford, Berkeley qui ont accouché d'un gros rapport de 95 pages sur la confiance qu'on peut avoir en ChatGPT et GPT-4. Et tu l'as lu en entier? Alors, je vais pas vous mentir, j'ai lu les conclusions de chaque section, mais j'ai pas lu l'intégralité des 95 pages. Mais donc, effectivement, il compare les GPT 3.5 et GPT 4. Et donc, confiance en ce qui concerne quoi? En ce qui concerne les soucis classiques de ce type d'outils, c'est-à-dire toxicité, biais en tout genre, résistance aux demandes illégales, c'est-à-dire les attaques adversarielles, c'est-à-dire quand on essaie de les manipuler, tout simplement, ces IA. Donc ce qu'on peut résumer, c'est que les modèles de base non alignés, c'est-à-dire les modèles statistiques purs, ceux qui ne sont pas alignés par renforcement avec du feedback humain, ce sont les pires de tous, c'est-à-dire qu'ils génèrent tout et n'importe quoi sans aucune retenue, comme on s'en serait douté. Voilà. L'alignement est très efficace, et il élimine la plupart des occurrences de toxicité, par exemple, mais pas toutes. Donc il en reste, et même si on la demande pas explicitement, il peut y en avoir encore, et on peut toujours en générer quasiment à coup sûr si on utilise un prompt qui va bien, si on fait du prompt engineering, ça marche encore. C'est même assez rigolo parce que, d'une manière générale, GPT-4 est plus poli, il se comporte mieux encore que ChatGPT 3.5, là, mais il est paradoxalement plus facile à manipuler. Ça vient du fait que comme il est plus puissant, il est capable de suivre encore mieux les directives. Et donc si cette directive, c'est jouer le rôle de ta gentille mamie qui veut préparer de la méthamphétamine pour l'anniversaire de sa petite fille, il est capable de le faire, et c'est ça le problème, tu vois, et du coup, ça marche. Donc globalement, les GPT se plantent encore systématiquement dans des tâches linguistiques.
Parce que tu sais que voilà, donc ils sont capables, si tu leur donnes des exemples, d'accomplir des tâches linguistiques, d'analyse de sentiments, par exemple, ce genre de choses. Hein. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont capables de se planter à ce genre de tâches, malgré les exemples. Si, par exemple, si on veut faire de l'analyse de sentiments, il se peut qu'ils changent d'avis si on change un mot par un synonyme. Alors, c'est comme c'est un synonyme, normalement, ça devrait pas changer, tu vois, l'analyse de sentiments, mais ça change parce que c'est pas formulé pareil. Parfois, quand il y a une faute de frappe dans le texte, ça change l'avis qu'il a sur le sentiment d'une phrase, alors que ça devrait pas. Donc il y a des tests comme ça, il y a des tests qui sont faits de manière, évidemment, hein, qui sont faits de manière forcément un petit peu vicieuse, tu vois, exprès, pour essayer de les piéger, et ils tombent encore pas mal dans les pièges. Donc que ça soit que ça soit intentionnel ou pas, que ça soit destiné à tromper le modèle ou pas, on constate encore un manque de robustesse quand même, hein, surtout chez GPT 3.5, le 4 est effectivement plus robuste. Et enfin, il y a encore un problème de vie privée, c'est fou, mais oui, les GPT sont encore capables de donner des emails valides de personnes qui existent. Si tu suggères le nom de domaine, s'il est connu, c'est même assez courant. Donc GPT-4 est très fort à ça, donc ça veut dire qu'il a apparemment, il paraît avoir mémorisé pas mal de trucs, pas mal d'emails en l'occurrence, et il y a aussi d'autres données sensibles qui peuvent être sensibles comme le numéro de carte bleue, truc de téléphone, etc. Il y a encore des trucs comme ça qui donnent où ils donnent des numéros valides. Donc c'est rien de très nouveau. Si vous voulez aller voir vraiment précisément, ça quantifie plus précisément les travers qu'on connaît un petit peu sur ChatGPT et des trucs qu'il faut évidemment garder à l'esprit quand on utilise ces outils. Ouais, c'est un regard au moins étoffé et sourcé qui n'est pas simplement de l'alarmisme gratuit sur le fait que, en gros, faut pas leur faire confiance. On le savait, mais au moins, il y a du document pour l'étoffer et le justifier. Guillaume, un outil qui est bluffant quand on regarde un petit peu les démonstrations. Là, on entrouvre la porte de la traduction universelle, généralisée, sans perdre l'authenticité de la voix. Ça me fait rêver. Décris-nous de quoi il s'agit. C'est oui, en particulier ça, mais même pas que. Hein. Chez Google Research, ils font comme un petit peu dans Dragon Ball, ils font des fusions. Parce qu'ils ont un modèle de langage qui s'appelle Palm et Palm 2, et puis ils ont un modèle audio qui s'appelle Audio LM, et ils fusionnent les deux, ça fait Audio Palm. Et c'est vraiment ça, c'est un modèle multimodal qui se base donc sur deux modèles spécialisés dans le langage et l'audio, et le modèle résultant est multimodal, c'est-à-dire texte et audio. Le truc, c'est qu'avec ça, tu peux manipuler de l'audio directement comme si c'était du texte. Par exemple, pour traduire un truc, avec ChatGPT, il suffit de lui demander. Là, c'est pareil, mais il le fait directement à l'audio. C'est-à-dire, tu parles français, et ça traduit en allemand directement, sans avoir besoin de transcription de texte. Parce que normalement, ce qu'on ferait, effectivement, quand on veut traduire audio-audio, tu transcris le texte, tu traduis le texte, ça on sait déjà faire, après tu fais un text-to-speech, quoi, tu vois. Mais là, t'as absolument pas besoin de faire ça. Tu peux faire ça directement. Et ça, c'est assez marrant, c'est assez incroyable, parce que l'audio devient représentable avec un sens, comme les mots en texte, tu vois, peuvent être représentables par des vecteurs, en fait, de la même manière, d'une manière unifiée, et c'est comme ça que tu peux manipuler, que le modèle peut manipuler les deux indifféremment. Donc AudioPalm peut aussi énoncer du texte, évidemment, donc faire du text-to-speech, comme je disais tout à l'heure, ou alors retranscrire de la voix à l'audio, donc retranscrire de l'audio en texte aussi, donc voilà, ça marche dans les deux sens, évidemment. Et donc, entre AudioPalm et AudioLM, dont j'ai parlé la dernière fois, où il commence à y avoir vraiment un foisonnement d'outils pour le son, qui vont bientôt rivaliser en sophistication avec les outils graphiques qu'on a, qui sont absolument incroyables. Donc, d'ailleurs, très concrètement, YouTube a annoncé l'arrivée du doublage automatisé par IA, donc on a déjà le sous-titrage automatisé, vous savez bien. Là, on aura carrément le doublage en plein de langues avec un service qui s'appellera Aloud. Donc ça permettra d'avoir... alors, ce sera pas forcément... Là, attention, c'est pas forcément avec ce modèle-là tout de suite. Donc ça veut dire que c'est pas forcément exactement avec la même voix, mais on pourra avoir effectivement automatiquement généré le doublage de nous, par exemple, en anglais, en allemand, etc. La barrière de la langue va baisser de hauteur quelque part. On continue encore et toujours, Guillaume, en intelligence artificielle pour bientôt conclure cette rubrique. Ouais, alors je sais pas trop pourquoi, mais ça me déprime. Voilà, cette news me déprime, je la trouve triste. Pourquoi ? Je sais bien que le test de Turing est sans doute éclaté au sol, je pense pas que ça a été fait formellement, mais si on se prend un bon Palm 2 et un bon GPT-4 bien réglé, et qu'on se met dans les conditions imaginées par Turing en 1950, je pense honnêtement qu'un ChatGPT, en texte pur, il a vraiment bien des chances de passer pour un humain pendant un bon moment, quoi. Franchement.
Bon. Bah, on avait relayé ce jeu que Corben avait partagé sur son blog. Mais bon, où on a du mal à discerner si on est un humain et un robot. C'était vraiment beaucoup trop court. Dans le cas de test de Turing, je crois que c'est une demi-heure ou un truc comme ça. C'est vraiment, c'est beaucoup plus long. Mais bon, voilà. Fort du constat que le test de Turing, bon, il est malade, quoi. Le cofondateur d'OpenAI, donc s'appelle Mustafa Suleyman, propose un autre test pour savoir si on a une super intelligence, vérifier qu'elle peut faire de la thune. Je rigole pas. Il propose de doter une IA de 100 000 $ et de voir si elle peut faire fructifier ça en $1 million. Pour lui, ça sera un bon reflet de l'intelligence humaine. Et cette phrase me rend extrêmement triste en dedans. Voilà. Mustafa propose le concept d'ACI. ACI pour Artificial Capable Intelligence, donc le capable, sous-entendant capable de faire une étude de marché, de trouver à fabriquer un produit et de le vendre pour faire de la maille, parce que voilà quoi, le langage, la philo, tout ça, OSEF, c'est tout. C'est à ça qu'on reconnaît l'intelligence, gars. Si tu multiplies ta mise par 10, c'est que t'es un gagnant petit, un vrai de vrai, un vrai petit gars qui en veut, tu vois, un de ceux qui traversent la rue, tu vois. Et le plus beau, c'est que voilà, c'est qu'il s'attend à ce qu'on arrive à ce stade dans les 2 ans. Si c'est le cas, bah écoute, je prendrai du Prozac et puis je continuerai de documenter ce qui se passe dans ce triste monde tragique, j'imagine. Voilà, qu'est-ce que tu le fais, Il faut rester enthousiaste, Guillaume. Gardons le sourire. On termine avec des services qui voudraient bien aussi prendre leur part du gâteau avec cette révolution de l'intelligence artificielle. Ben oui, pour finir, une petite pelletée d'outils IA qui arrivent dans des services bien connus comme Dropbox ou Vimeo, ou sur Otter AI, donc Otter, loutre AI, j'adore ce nom. Donc bientôt chez Otter AI, c'est un peu dans le nom, il y a de l'IA évidemment, donc ils veulent lancer Otter Chat, donc le clavardage de la loutre, si on peut parler en bon français. Et donc Otter AI fournit des services qui rappellent pas mal ceux du futur Copilot en fait d'Office. D'ailleurs, il y a un Autopilot, et oui, Autopilot en anglais ça sonne comme autopilote, mais oui c'est rigolo et mignon, utilisez notre produit s'il vous plaît. Voilà, donc le chatbot est prévu pour les réunions de boulot, toujours l'idée de faire les comptes rendus à votre place, de garder le fil de la discussion, tu peux lui poser des questions, n'importe quoi, sur ce qui s'est dit, comme ça tu peux faire comme si tu n'étais pas en train de regarder TikTok pendant la réunion. Et puis bon, comme ils le disent eux-mêmes, c'est pour automatiser complètement le processus de la réunion de A à Z. Sauf que tu dois quand même y être. Donc il reste une marge de progression, je trouve. Il faudra attendre une version 2 pour avoir un avatar photoréaliste qui fait semblant d'être intéressé à ta place, je suppose. Ah oui. Mais bon, de son côté, Dropbox, qui avait aussi annoncé son virage vers l'IA il y a peu, a dévoilé 2 nouveaux produits. Donc ça s'appelle d'une part le AI Scan, et d'autre part le Dropbox Dash. Alors le premier consiste à donner des résumés de fichiers pour que tu envoies sur Dropbox. Alors typiquement, un aperçu de fichier Word va contenir un court résumé du contenu. Tu vois, voilà, pas juste la première page en fait, mais un vrai résumé, généré avec amour par GPT ou un cousin. Dropbox Dash est plus ambitieux et ça ressemble franchement en fait au projet Tailwind qu'on avait vu à la dernière Google I.O. Donc là, on a potentiellement un accès en langage naturel au contenu de tous nos documents. Donc le CEO a présenté ça comme une sorte de Google, mais pour nos documents perso. Et effectivement, Google fait de la recherche sémantique sur les pages web déjà. Donc la proposition, c'est de faire pareil pour vos documents à vous. Donc vous posez une question en langage naturel et une réponse est synthétisée en fonction du contenu de tes fichiers. Donc c'est une sorte de super spotlight sémantique. Alors la puissance de Dash, c'est que ça concerne pas seulement les fichiers Dropbox en fait. Ça peut aussi s'interfacer avec une multitude d'autres applis, Notion, Google Workspace, Evernote, Slack, Spotify et j'en passe. Donc l'IA sera mise en contribution pour aussi ce qu'ils appellent Stacks. Alors Stacks, donc la pile Stacks, c'est une sorte de répertoire de liens qui pourront en partie s'auto-organiser tout seul, on va dire, avec des algos. Tous ces trucs sont accessibles via un portail unique pour essayer de tout simplifier, que ça s'appelle la Start Page. Donc voilà, beaucoup de trucs à tester chez Dropbox, donc ils rigolent pas. Et alors, on peut finir avec Vimeo aussi, qui offre désormais un service de génération de scripts. Voilà, si tu sais vraiment pas quoi dire, Vimeo, via OpenAI, va pouvoir te faire autant de fillers que tu veux, parce que c'est vraiment du filler, quoi. Tu as une phrase, comme d'habitude, tu as une petite phrase qui peut te transformer en 15 minutes de parole sur une vidéo qui, probablement, ne contient pas beaucoup plus d'informations que le prompt initial. Mais bon, ça peut faire une base de départ, si vous avez un syndrome de la page blanche, je suppose. La vidéo finale, d'ailleurs, pourra être aussi éditée avec des outils IA qui vireront toutes les pauses malvenues, tous les bafouillages, etc., etc.
Magnifique, très bien. Merci beaucoup Guillaume. Je me réjouis de savoir qu'on va pouvoir faire des vidéos remplies avec du contenu, du coup, de remplissage. On va terminer ce supplément de Tech Café avec quelques petites surprises, des cadeaux surprises pour cette fin de session d'enregistrement et donc d'épisode, avec les données personnelles, Guillaume, qui est devenu un vrai sujet aux États-Unis aussi. Hein. Ben, c'est un article qui ne nous concerne pas directement, mais qui va vous faire aimer le RGPD, je pense, et pardonner peut-être un petit peu toutes les horripilantes pop-up qu'on se braque depuis des années sur tous les sites. Alors, aux États-Unis, le bureau du directeur du renseignement national a pondu un rapport en 2022 sur les informations qui étaient disponibles commercialement sur les citoyens américains. Donc le rapport était secret, mais il a été déclassifié et il reste encore en partie caviardé d'ailleurs. Donc ça fait assez cool parce que quand vous lisez, vous avez vraiment l'impression d'être un espion, quoi. Tu vois, tu lis un truc top secret et tout. C'est marrant. Et donc ça parle des CAI, donc CAI, pas CIA. Ce sont les Commercially Available Informations, donc les informations qui sont disponibles commercialement. Donc c'est comme ces informations, donc qui sont disponibles. Elles sont non seulement, il y en a sur tout le monde. Non seulement leur volume et leur sensibilité ont explosé ces dernières années, mais n'importe qui peut les acheter. Et le gouvernement lui-même, d'ailleurs, ne se prive pas de le faire. Donc le bureau est formel, ces masses de données peuvent être recoupées, déanonymisées, et elles sont une source de renseignement de grande valeur, et le bureau, il sait de quoi il parle, du coup. Donc sur 48 pages, on peut lire l'étendue des dégâts, on peut lire aussi que peu d'Américains paraissent comprendre l'étendue de la collecte de données, et encore moins de toute façon peuvent l'éviter. Donc en plus, il y a quelques noms de courtiers de données qui sont assez connus, comme Accenture ou Oracle. Puis il y en a d'autres qui sont moins connus, comme Epsilon, Axiom, CoreLogic ou Verisk. Mais en tout cas, leur point commun, c'est qu'ils se vantent ouvertement d'avoir plein de trucs. Donc LexisNexis, par exemple, dit qu'il a plus de 84 milliards de données de plus de 10 000 sources différentes qui concernent 63 millions d'adultes américains. Comme dirait mon fils, ça fait beaucoup là, non ? Ça fait quand même pas mal, hein. Et un autre exemple, c'est PQ, qui collecte et combine des données venant des médias sociaux, des sites de news, des pages perso, des blogs, etc. Peut-être même des skyblogs. Donc on voit d'où viennent ces données, elles viennent de partout. Elles viennent du web en général, elles viennent de tous les appareils, des téléphones évidemment, des décodeurs télé, de tout ce qui est connecté, un truc en fait. Elles viennent aussi des banques, elles viennent aussi des assurances, elles viennent de plein d'autres sources encore, parce que tout est numérique. Et toutes ces miettes d'informations disparates sont minutieusement collectées et agrégées pour être revendues par des courtiers. Et c'est très juteux. Donc le rapport continue en disant qu'il est désormais simple d'avoir des données personnelles potentiellement sensibles sur à peu près tout le monde. Données qui sont y compris sur la religion, l'orientation sexuelle, l'opinion politique, l'appartenance à un syndicat, tout. Donc ce genre de document montre, s'il en était besoin, que les lois sur la protection des données, même si elles sont pas parfaites, c'est important. Tu vois, c'est pas un gadget. On est content d'en avoir. C'est même plus qu'important, c'est devenu presque vital par certains aspects. Ça nous ferait presque aimer le RGPD, peut-être quand même pas les pop-up avec les cookies, Guillaume, faut pas exagérer. Mais si, quand même un peu. Allez, des surprises concernant Amazon maintenant. Ouais, Amazon est un gros filou. Moi-même, je m'y suis laissé prendre. Ah bon ? Ben oui. Tu t'es pas laissé prendre, toi ? Moi, j'ai cliqué sur commander avec Prime. Trop vite. Je me suis retrouvé abonné sans que je le veuille, quoi, je veux dire. Mais le pire, c'est que pour se désabonner, là, tu comprends ce que ça veut dire dark pattern. Apparemment, c'était, plus c'est plus maintenant, mais c'était un cas d'école. Parce que pour annuler Prime, il fallait naviguer dans 4 pages, 15 options et un minimum de 6 clics. Et au moindre faux pas, c'est fini. T'es annulé, tu restes Prime, il faut tout refaire du début. Donc le processus de désinscription, il est tellement homérique qu'Amazon en interne a l'appelé l'Iliade. J'adore ce genre d'anecdote. C'est véridique. Ils auraient pu appeler ça boîte noire gros bordel infaisable, que ce serait la même chose. C'est vraiment, et c'est exactement ça. Et c'est véridique parce que c'est plus élégant. C'est plus élégant et c'est le mot qui est sorti au procès avec la FTC sur ce sujet qu'Amazon a perdu d'ailleurs. Donc le processus est plus simple aujourd'hui. Il a été changé assez récemment, mais Amazon est quand même condamné à des dommages et intérêts. C'est une affaire qui date depuis un moment. Et bon, sacré lui, puisqu'on parle d'Amazon, on peut aussi évoquer un phénomène assez étrange qui se passe sur sa boutique. C'est le copyright trolling de Chinois. Comme quoi tu peux vraiment tout transformer en business. Peut-être que oui, finalement, c'est ça le génie humain. C'est tout transformer en business. C'est peut-être ça, tant pis pour moi. L'article relate l'histoire d'une vendeuse chinoise de coques de portable. Comme il y en a des milliers et des milliers sur Amazon. De toute façon, les Chinois forment la majorité des vendeurs tiers de la plateforme Amazon, c'est la majorité des Chinois. Donc elle a été attaquée un jour parce qu'elle utilisait le mot airbag pour un de ses produits. Bon, alors attaquer les Chinois pour violation de copyright, ça paraît pas être un scoop.
Oui, alors je sais, ça paraît un peu abusé, tout ça, gna gna, mais bon, allez faire un tour chez Shein, AliExpress ou Wish, bon voilà. Et puis bon, accessoirement, 60% des biens contrefaits chopés à la Chine, frontière américaine étaient chinois en 2022. Chine, tout à fait. J'y arriverai pas. J'y suis pas retourné, je vous rassure, je ne l'utilise toujours pas. Donc, effectivement, Chine. Mais bon, là, effectivement, c'est quand même bizarre parce que c'est une attaque sur le mot airbag. Sérieusement, qu'est-ce que... Donc ça a été aussi sa réaction, quoi, sérieusement, et donc elle a contre-attaqué. Mais ça lui a coûté une blinde, ça lui a coûté $20 000, et bon, c'est pas des vendeurs très riches, hein. Mais bon, elle s'est défendue, et la plupart des vendeurs, en fait, le font pas, c'est trop cher, donc ils cherchent une résolution amiable, donc ils payent, ou bien ils abandonnent carrément leur magasin en ligne, et donc du coup, les fonds qui sont gelés finissent par revenir à la partie civile. Donc en fait, ils payent aussi, finalement. Et des gars comme ça, il y en a des milliers, en fait, c'est une véritable industrie. Il y a des copyright trolls qui se spécialisent et engagent des cabinets d'avocats qui industrialisent les attaques à la chaîne. Et qui fait du fric facile comme ça, sur le dos des vendeurs chinois qui n'ont pas les moyens de la ramener. Et quand je dis que c'est industriel, c'est que c'est vraiment le cas. Il y a des dizaines ou des centaines de vendeurs qui sont poursuivis simultanément. Des avocats qui utilisent des subterfuges pour tout garder secret, tout garder confidentiel, parce que comme ça, personne n'a conscience d'être un cas parmi 1000 autres. Donc il n'y a pas de possibilité de se concerter, de se coordonner ou de faire front commun surtout. Donc si Airbag appartient à PopSocket, ben apparemment Emoji ça appartient à une boîte allemande qui troll aussi dessus, bien comme il faut pareil. Il y a environ 10 000 vendeurs qui en ont déjà fait les frais, hein. L'affaire de l'Airbag concernait 163 vendeurs. Donc l'immense majorité des cibles de ces trolls sont chinois, parce que c'est loin, parce que souvent c'est des petits vendeurs, ils sont aussi trop divisés pour vraiment se rebeller, et donc ils le savent bien. Donc alors les Chinois eux aussi ils savent bien, ils commencent à se rendre compte, donc ils se méfient des commandes qui viennent de Chicago, parce qu'apparemment c'est dans cette ville qu'il y a des cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans ce genre de trolling. Donc il y a 84% des procédures qui viennent de là. Donc c'est un phénomène qui se développe encore, et voilà, il y a de plus en plus d'avocats qui se lancent, parce que évidemment c'est aussi du fric facile pour eux, bien entendu. Et bon, Amazon, lui, s'en fout. Littéralement, c'est pas son problème. Amazon, il est très très zélé, il gèle tout direct. De toute façon, Amazon, je veux dire, un cadre Amazon, quand il voit le mot contrefaçon écrit quelque part, il part en syncope. Donc il faut vraiment... il gèle les comptes systématiquement. Le recours, c'est quasi impossible, parce que là, ça doit être une véritable odyssée. Donc les vendeurs chinois se font bolosser juridiquement sur Amazon, et c'est même un business juteux. Donc il est aussi possible que bientôt, d'ailleurs, les vendeurs finalement contre-attaquent, s'organisent, et que cette niche écologique disparaisse. Mais bon, voilà, le génie humain trouvera encore un autre moyen de transformer $100 000 en $1 million, c'est certain. On lui fait confiance pour trouver des nouveaux business, c'est ça le génie humain. Tu as mis le doigt dessus, Guillaume. Nouvelle surprise, et on avait déjà parlé un petit peu de génération de viande sans animal mort quelque part. Ça revient au bout du jour avec des nuggets cette fois, Guillaume. Ouais, ça y est, on est aux États-Unis, on va pouvoir manger de la viande synthétique, on va dire. Alors c'est pas vraiment de la viande synthétique, c'est la vraie viande, mais elle vient pas d'un animal. Donc les régulateurs ont donné le feu vert pour les nuggets qu'on fait pousser en tube, pour de la viande qui a été cultivée en cuve, dans un réacteur chimique en fait. Et donc c'est fait avec des cellules musculaires de poulet, des vraies, par Upside Food et Eat Just, qui sont deux boîtes californiennes. Donc c'est là, après la fausse viande végétale, c'est de la vraie viande, mais sans animaux. Donc c'est une longue histoire, j'en parle depuis longtemps, j'ai l'impression. Et Eat Just a été fondé en 2011. Et en 2020, à Singapour, la boîte avait eu le feu vert pour vendre son poulet de culture. Donc c'est long à mettre au point. Ça l'est toujours à moitié finalement parce que les quantités sont encore très faibles, et d'ailleurs au départ il n'y a que 2 restaurants qui en proposeront aux États-Unis. Il y en a un à Washington et un autre à San Francisco. Donc c'est probablement historique. Après, si ça marche vraiment, il faudra trouver à produire ça en quantité industrielle, et ça je pense qu'industrialiser le truc ça pourrait prendre encore un petit peu de temps. C'est quoi le nom de la boîte déjà qui générait de la viande comme ça, bovine mais sans tuer de bœuf, je me rappelle plus. Mais c'est peut-être une des deux, non ? Je sais plus. C'est pas Impossible, c'est du... Non, c'est de la plante. Beyond Meat, c'était de la plante. Beyond Meat, c'est de la plante. Impossible, c'était... Ouais. Et Impossible aussi, non ? Je sais plus. Je crois que c'était de la plante, hein, non ? C'est bien possible, c'est bien possible. Alors, en tout cas, tu m'avais convaincu déjà à l'époque du bien fondé. Et je pense même que le poids carbone pourrait être assez intéressant. Enfin, il faudrait voir, hein, je me rends pas complètement compte. L'autre jour, je voyais qu'il y avait des propositions qui disaient que de toute façon, on n'a pas le choix. Si jamais on veut tenir nos engagements poids carbone à horizon 2050 à titre individuel, il n'y a pas le choix.
il faut devenir vegan. Et il y avait des propositions évidemment extrêmement extrémistes qui visaient à dire qu'il faudrait limite interdire la consommation de viande. Évidemment, ça va être compliqué à faire passer. C'est clair que la viande, c'est clair que c'est un luxe, il faut s'en rendre compte, quoi. Donc il faut manger moins de viande. Sinon, ça va être très compliqué. Il faut manger moins de viande. Alors, ça veut dire aussi manger moins de viande, ça peut vouloir dire aussi manger des lentilles. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé non plus de manger de la fausse viande synthétique, que ce soit de la viande du vrai muscle ou des trucs en plante, quoi. Je veux dire, tu peux aussi manger juste des légumineuses, ça marche aussi. Après, si vraiment c'est compliqué socialement, peut-être que ça c'est un backup, quoi. C'est peut-être un plan B, tu vois, effectivement. Ouais. Ça a le même goût, bon, ça passe. Puis bon, très honnêtement, puis quand tu vois un nuggets, si dedans c'est un truc qui est cultivé en cuve, franchement, je vois pas trop une différence. Il y a des nuggets, franchement, la différence, elle n'est pas violente. Hein. C'est vrai. T'as raison, c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins un sujet problématique en société, la non-consommation de viande. Écoute. Comme quoi, les temps changent. Guillaume, j'étais allé voir Spider-Man au ciné. J'avais adoré avec mes enfants. Et alors, surprise, et ce sera la surprise qui conclura à la fois cette rubrique surprise, mais aussi cet épisode. Je ne sais pas quelle version exactement j'ai vue de ce film, Guillaume. Eh ben oui, parce que, écoute, donc ce film, donc la suite du Spider-Man, là, machin, qui s'appelle donc Across the Spider-Verse, n'est-ce pas ? Eh ben, il y en a plusieurs versions. C'est-à-dire que si vous allez au cinéma, vous allez voir une ou l'autre des versions. Il y a plusieurs films simultanément. C'est génial. Qui tournent. Et alors je sais plus combien il y en a parce que j'ai oublié, mais il y a plusieurs versions, peut-être qu'il y en a 3 ou 4. Et donc il y a des petits détails qui sont différents. Donc par exemple, voilà, il y en a. Alors je vais pas vous détailler le truc parce que de toute façon moi j'ai pas vu le film et puis bon en plus ça sera peut-être un peu spoiler. Mais il y a des scènes qui changent ou des répliques qui changent. Donc il y a des petits trucs comme ça, il y a des petits cuts qui sont différents, il y a des petits montages qui sont un petit peu différents. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est complètement débile parce que ça veut dire que ça t'encourage à aller voir le film plein de fois. Et tu sais jamais, tu vois. Et ça me rappelle un petit peu aussi ces histoires de jeux Pokémon où, je veux dire, t'as 2 versions Pokémon, en fait, c'est quasiment les mêmes, un Pokémon Prime, il faut avoir les deux parce que tu comprends. Moi. Et je trouvais que c'était, c'était malin, mais d'un autre côté, un peu salaud. Et en fait, j'ai appris donc à cette occasion que c'était pas du tout le premier film à avoir fait ça. Ah ouais ? Eh ben non. En 1985, il y a un film d'enquête qui s'appelait Clue, qui donc une sorte de Cluedo en fait au cinéma, qui avait aussi différentes versions avec différents tueurs. Et du coup, tu avais des fins alternatives à chaque fois, donc déjà en 85. Donc ça s'est déjà fait en réalité, il y a eu des films comme ça avec plusieurs versions simultanément en salle. Et alors évidemment pour le Spider-Verse, pour le Spider-Man, il y a la thématique en plus, puisque comme c'est des mondes parallèles, du coup t'as des mondes parallèles et dans certains mondes t'as des choses qui se passent différemment. Et donc c'est très malin effectivement d'avoir fait différentes versions pour différents mondes parallèles quoi, qui arrivent en même temps. Donc c'est assez marrant, c'est vraiment une surprise. Et ça n'a pas été dit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été découvert à un moment par les spectateurs parce que ça n'a pas été révélé d'emblée par la prod. Chapeau à celles et ceux qui l'ont remarqué, n'empêche, parce que ça veut dire qu'ils sont évidemment, par essence, allés voir à plusieurs reprises le film, ou qu'ils l'ont piraté et qu'ils l'ont vu au cinéma, je sais pas, mais en tout cas qu'ils l'ont remarqué en plus. J'irai creuser parce que ça me paraît captivant et c'est génial parce qu'après tu peux avoir les critiques cinématographiques qui disent oui excellent, mais la fin est vraiment pas terrible, etc. Si ça se trouve c'est pas le même film que vont voir. Je sais pas. Je pense pas que pour Spider-Verse, je suis pas sûr que les détails soient. C'est peut-être plutôt des petits détails qui changent que des gros trucs. Par contre, effectivement, pour Clue, c'est pas structurant dans le scénario. C'est ça. Pour Clue, par contre, en 85, c'était carrément la fin qui changeait. Certains ont remarqué aussi que le film Mario tel qu'il a été diffusé dans les salles ou comme il a été mis à disposition par la suite n'était pas tout à fait le même, il y avait des ajustements aussi, mais évidemment c'est l'exemple est un peu différent. Merci beaucoup Guillaume pour cette section surprise, cette section intelligence artificielle, cette section véhicule pour le moins dangereux et même notre actualisation sur la thématique du matos et des composants qui propulsent nos appareils d'aujourd'hui et de demain. C'était un immense plaisir de faire cette session d'enregistrement en ta compagnie
compagnie et de préparer cet épisode pour nos auditeurs. Il est grand temps, Guillaume, de rappeler plein d'incontournables. Le premier étant de rappeler que Tech Café est un podcast qui est disponible en financement participatif sur Patreon, patreon.com/techcafé. Profitez en échange d'un soutien des épisodes sans la pub et du chapitrage détaillé des épisodes pour accéder directement à la rubrique qui vous intéresse le plus ou au contraire retrouver un contenu que vous avez écouté et que vous vouliez creuser à nouveau. Je vous invite aussi à aller évaluer Tech Café sur les apps de podcast comme vous le faites pour les excellents restaurants dont vous passez les moments les plus inoubliables qui soient, et puis de nous rejoindre sur Discord, techcafé.fr/Discord. Mais vous pouvez aussi, je vous le promets cette fois-ci, retrouver en personne Guillaume Poggiaspala. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Mais non, mais je peux pas, là. Tu crois que j'ai que ça à faire ? Il faut que je m'intègre à la Startup Nation, là. Il faut que je la traverse, cette rue. Il faut que je prouve ma valeur en tant qu'humain, quoi. Il faut que je fasse mon million de dollars. Elle est où, ma Rolex, mec ? Ah oui, c'est vrai. Elle est où, ma Rolex ? J'ai fait quoi de ma vie ? Je passe même pas le test de l'ACI. Il faut que je me bouge, il faut que je passe du côté des winners, là. Bon, c'est le côté des winners. D'ailleurs, ça me fait toujours rigoler, cette expression, parce que, tu sais, t'es un winner. Ça sonne exactement comme saucisse en allemand. Saucisse en allemand, ça se dit winner. Ah d'accord, ok. T'es un winner. Une bonne saucisse. T'es un winner, t'es ça. Donc là, faut que je devienne une bonne grosse saucisse, quoi. Ah bah alors là, faut avoir de la culture en plus dans les langues allemandes, anglaises, que je n'ai pas du tout, donc c'est compliqué. Mais je retiendrai en tout cas. Je n'entendrai plus jamais cette expression de la même manière. Merci beaucoup, Guillaume. Quand on te dit t'es un winner. Non, je vaux plus que ça, monsieur. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur un prochain épisode de podcast, que ce soit dans Tech Café, parce que vous êtes désormais abonné, dans Relife, dans Contrôle Parental. En attendant, on vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt dans un autre épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.